Bonjour à tous et à toutes, c'est Furo Cyril et on va un petit peu discuter de ce dont je vous avais promis, c'est-à-dire la suite, ou en tout cas on va dire une manière différente de faire mon build order, tout en devenant en fait beaucoup plus macro, et pourtant en ayant un départ très défensif, du coup, puisqu'on ne win pas avec, très défensif, très macro, et qui pourrait, alors c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais qui pourrait en plus avoir une connotation un peu cheesy. Voilà. Parce que on a possibilité de se faire facilement enfin, de se faire counter, et si on se fait build counter, comme dit, donc comme veut dire build counter, c'est simplement le mec fait le build order qui counter le vôtre. Résultat, on perd la game quasiment sur l'instant T, ou si ce n'est presque. Donc je vais vous expliquer ça un peu mieux. En gros, le départ est plus ou moins le même. Voilà. On a le même départ, tac, on fait le gaz first, rax, deuxième gaz moitié de la rax, on balance les doubles cyclones, on va aller un petit peu plus rapidement, parce que c'est pas trop ça qui nous intéresse. Tac, voilà, donc là j'ai mes 100 de gaz, hop, petit réacteur, on balance le centre de commandement en amélioration. Ok, le dépôt, hein, bien évidemment, important le dépôt, rapide, au cas où il y a des Zerglings qui arrivent très rapidement avec une pull first. Là, c'est pas le cas, mais c'est possible que ça vous arrive même sur cette carte-là. Alors, on discutait, hein, on discutait d'autres choses, de la game d'avant en fait, et je lui expliquais que Banshee Speed, enfin, en règle générale, les mutas c'était pas une super bonne idée, parce que si je fais 2 torts, que je continue un peu des unités et que je taclique, si t'as vraiment fait masse muta, tu peux perdre, alors que c'est quand même dommage de perdre sur normalement des unités qui sont censées te donner de l'avance. Donc voilà. Ici est la deuxième, donc la première, excusez-moi, variation. Vous voyez bien qu'il y a un CC. Voilà, là il y a un CC qui est posé, plutôt qu'un spatioport. Voilà, qu'on pourrait voir quelque part, que j'aurais normalement dû poser, ainsi qu'un dépôt. Vous voyez qu'il n'y a pas de dépôt ni de spatioport. Donc déjà c'est la première variation à mon build order, parce qu'en fait on ne va faire que 2 cyclones. Voilà, donc je l'avais déjà joué, et pourtant, hein, voilà, remarquez que son Overlord se fait quand même un petit peu défoncer. Voilà, pas de Hélion, bien évidemment. On finit quand même par envoyer le spatioport, parce qu'en fait on va donc transitionner sur un Liberator Range. Et oui, c'est ça le secret, on va dire, du build order, c'est Liberange, Fast Liberange, avec en plus de ça une troisième base qui sera positionnée ici très rapidement. En fait, les 2 cyclones sont un petit peu un message, dans le sens où ça explique à l'adversaire Zerg que bon, si tu veux me bourrer, j'ai fait 2 cyclones, tu sais que je t'ai bourré la game d'avant, fais gaffe. En plus, si on a fait le build order, donc que vous aurez vu sur l'ancienne vidéo, enfin comparé à celle-ci, vous douterez bien que le Zerg qui a subi ce build order là avant n'a pas envie de mourir en fait sur le build order sur le build order all-in. Le truc, c'est qu'en fait, comme ce build order là a un départ similaire à celui que je vous ai montré avant, eh bien, bien évidemment, il brain l'adversaire. Il lui fait croire que c'est encore une agression, alors qu'en fait, pas du tout. Alors, assez important quand même, un petit viking, hein. Le viking, il est super important, simplement parce que si jamais il y a des overlords qui traînent dans le coin, par là, par-ci, etc., euh, c'est important de les virer. Parce que s'il arrive et qu'il voit ça, c'est foutu. C'est littéralement foutu, la Spire part instantanément, 3 ravageurs sont faits dans la seconde, et votre plan il marche plus. Et de plus, le viking en fait sert, alors là je l'ai pas fait, mais normalement il faut le faire, c'est-à-dire que la trajectoire, vous voyez, hein, la trajectoire de direction en fait du libérateur doit être balayée par le viking, pour que tout le long de la trajectoire, il n'y ait rien qui voit le libérateur arriver. C'est assez important. Il faut quand même noter que une fois que ça c'est envoyé, donc la base, la B3 est envoyée, etc. Donc là, la macro, je vous explique pas comment on l'a fait, hein. C'est important d'envoyer une deuxième usine et une armory le plus vite possible, ainsi que positionner une eBay. Pourquoi? Parce que
déjà sur cette carte-là, et d'ailleurs sur toutes les cartes où Libérange marche, forcément Muta marche aussi. Donc c'est très possible que, ne voyant pas votre agression arriver, le joueur Zerg se décomplexe et balance une Spire avec double gaz sur la B2, etc. Donc, forcément, vous avez deux pauvres cyclones et trois élans qui se la touchent. Vous n'allez pas avoir de quoi contrer les mutas, puisque maintenant le Liberator c'est devenu une unité de pisse en l'air dans toutes les situations existantes au monde. Voilà, donc là, voilà, petit souci, mon Liberator s'est pris quelques petites baffes. Hop, je le décale. Donc là, voilà, hop, là, je balance déjà un tank parce que mon armorier n'est pas terminé. Mais vous verrez que bientôt, j'enverrai un Thor. Et c'est l'objectif, hein, c'est vraiment d'avoir un Thor le plus vite possible. Donc, je vous avais expliqué sur la game d'avant qu'en fait, normalement, si votre adversaire. Ouais, petite erreur de ma part là. Si votre adversaire a fait Fast Spire, donc il vous counter build en fait. Et donc le Thor arrive plus ou moins quand les mutas sont chez vous. Résultat, c'est assez dur d'en avoir sur les deux bases et donc il peut vous abuser puisque vous n'avez pas de Medivac pour transporter votre Thor, il va devoir marcher, etc. Votre adversaire pourra vous faire tournicoter dans tous les sens. Donc là, bon, vous voyez bien que le Libérateur est quand même assez bien utile sur cette carte-là, hein, il est super important de pas le perdre. Alors j'en ai perdu un, bon voilà, mais normalement vous pouvez en fait abuser les deux bases tant qu'il n'y a pas 3 Ravageurs ou 2 Mutalisques. Voilà. Euh, Faut quand même se dire que toute la stratégie ne repose pas là-dessus, bien évidemment. La troisième base est le pilier en fait de cette stratégie, puisque dans un premier temps, vous allez complètement exploser comment dire, le, l'économie de votre adversaire, et dans un second temps, vous allez booster énormément la vôtre. Après, au niveau de la composition d'armée, on va pas tergiverser 3 heures, vous faites plus ou moins les unités qui vous semblent importantes sur le moment. Moi j'aime quand même faire des Banshees et rechercher le cloak ainsi que la speed le plus rapidement possible. On va pas se leurrer parce que c'est vraiment en fait une unité vitale. Ouais, pour moi c'est vital en fait en TVZ. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez vous faire abuser par toutes les unités de type Swarmhost, Roach, enfin beaucoup de Roach hein, bien sûr, ce genre de choses. Alors, aussi important, comme votre libérateur va forcément vous faire découvrir des nouveaux emplacements d'Overlord, il est assez important quand même de balancer votre viking sur la tronche de ses ovies, parce que non seulement ça fait des kills faciles, mais en plus lui ça l'empêche de savoir si vous allez envoyer de nouveaux libérators. Et c'est quand même l'une de ses plus grosses peurs, je pense qu'on peut se le dire. Alors, après je ne me rappelle pas si je gagne ou perds cette partie, je crois que je la gagne, mais c'est pas sûr, enfin, vu que j'ai quand même pas mal explosé son économie ainsi que ses overlords. Le viking est déjà à 3 kills d'overlord, hein, donc c'est pas mal. Bon après le reste de le reste de la game, je sais pas si je vais vous la montrer, mais en gros voilà, c'est comme ça qu'il faut, enfin c'est comme ça que je vous préconise de gérer en fait un BO3 dans un BO3, parce que là c'est vraiment le build order plutôt BO3, parce que le BO2, ça c'est pas vraiment un build order type ladder. En règle générale, les gens ont tendance à faire des mutas. Et du coup, ça counter très facilement cet opening, qui n'est viable que sur les maps avec des positionnements abusifs, vous voyez, pour le Liberator, tel que celui-ci. Et il n'y en a pas beaucoup sur le ladder en ce moment. Alors renseignez-vous, hein, si vous voyez cette vidéo dans un an, c'était des maps du ladder d'avant. Hein, c'était pas. Voilà. Euh, Bref, résultat, voilà. Donc les mutas sont sortis. Et donc vous voyez que là j'ai largement de quoi défendre en fait. Et je l'ai forcé à balancer beaucoup de gaz dans des unités que je contre en fait très naturellement avec 3 unités au sol. Euh, Voyons maintenant à Lincoln, voilà, je suis quasi, je le bats même. Hein, j'ai quasiment autant de VCS que lui, il a de drone et ça c'est pas une bonne nouvelle pour lui. De plus, alors normalement, bon, je vous conseille quand même de faire un Raven. Voilà, vous faites un Raven, comme ça pendant votre push, vous pouvez en fait cramer toutes les tumeurs sur votre passage, plutôt que d'avoir à scanner. Même si de toute façon vous irez scanner parce qu'il faut connaître en fait le positionnement de l'armée adverse. Ah, en plus là il était en pleine transition, vous voyez, sur du Swarmhost. Tac. C'est pour ça que cet opening est vraiment puissant uniquement si en fait vous avez le mind game avec vous. C'est-à-dire que si la personne vous joue pour la première fois,
Je pense pas qu'il va beaucoup morfler sur cet opening là parce qu'il aura, on va dire, pas stressé en début de game, pas perdu d'économie à faire des unités. Du coup, bon, ça marchera pas aussi bien que je pense vous l'aimeriez. Alors voilà, hop, les petits swarmies qui se font vite rect. Voilà, donc la speed banshee est quand même assez importante, hein. Franchement, je vous conseille de vraiment en abuser de ce truc. Ça demande de la micro, ça demande de la PM, comme ça on pourra pas dire que vous jouez en mecha, vous n'avez aucune micro ou aucun APM, puisque voilà, ce sera le cas. Vous utiliserez la speed banshee et c'est d'ailleurs une unité vraiment très très importante et ultra viable en fait, et qui à mon avis fait vivre plus le mecha qu'autre chose. Donc voilà, les corrupteurs, ça c'est bien joué de sa part par contre, hein. Les corrupteurs sont toujours plus viables en fait que les mutalisques dans ce genre de situation. Bah déjà parce qu'ils se font pas one shot par les torques, en plus de ça ils sont plus rapides, enfin pas plus rapides mais qui sont quand même assez rapides et donc peuvent chase les banshees euh, en règle générale. Et que de toute façon si jamais les banshees ont la speed, elles ne peuvent pas se faire chase par des mutats simplement parce que les vigilants, même avec la speed, ne peuvent pas suivre en fait les banshees, donc le cloak en fait les empêche de se faire révéler. Voilà. Donc les mutas sont aussi rapides que les banshees, mais il n'y a pas y aura pas la détection. Voilà, donc la game se finit là-dessus. Donc vous voyez bien que cet opening il est quand même réservé à quelqu'un qui a un minimum de, comment dire, de macro, c'est-à-dire que je veux pas être blessant, je peux être méchant et montrer que je me la pète, c'est totalement pas le cas. C'est quand même un opening qui demande un petit peu de savoir-faire et de, comment dire, j'aime pas dire skill parce que skill c'est pas vrai en plus, mais en somme qui demande pas mal de multitask. Voilà, ça vous demande d'être à peu présent partout, de pas perdre votre libérateur sur la première sport venue, etc. Comme moi je l'ai fait d'ailleurs, vous avez vu, hein, même moi j'ai du mal avec cet opening là. Donc je pense que c'est réservé quand même à, je dirais, au moins du diamant. Voilà. Après, si en platine vous arrivez à le faire, c'est parfait. Vous allez no match tous vos adversaires avec cet opening. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair. Généralement, je suis le genre de personne qui ouvre plus de portes qu'il n'enferme quand il discute. Du coup, j'espère que j'ai répondu à plus ou moins tout ce que j'avais expliqué auparavant. Si jamais vous avez des questions, il y a une section commentaires sur YouTube, c'est pas pour rien. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous. Amour, chocolat et praline.